L'énergie éolienne est présentée par ses défenseurs comme une énergie presque idéale. Mais qu'en est-il vraiment ? Pour moi, une éolienne, c'est une absurdité thermodynamique. C'est-à-dire que c'est un mensonge thermodynamique fondamental. C'est de dire, on prend du vent qui est gratuit, on en fait l'électricité qui est précieuse. Et on oublie de dire qu'entre les deux, il y a un moteur qui coûte la peau des fesses. Et c'est une absurdité de dire ça. Ça n'est pas vrai. Ce n'est pas de l'énergie renouvelable. L'énergie du vent est un faux ami, entretenu par une insuffisance d'information pour tous les citoyens. La non-information devient de la désinformation. Selon un sondage Opinionway, alors que 72% des personnes interrogées se disent favorables à l'éolien, 56% se disent mal informées. Au moment où des voix de plus en plus nombreuses s'élèvent, tant au niveau local que national, pour dénoncer les idées fausses qui courent sur cette source d'énergie, nous allons essayer d'y voir clair sur les effets réels de l'éolien. Étudions son impact dans la lutte contre le réchauffement climatique. Quel est, en France, son vrai bilan carbone, direct et indirect ? Quel est aussi son impact sur l'environnement ? Quels sont, enfin, les coûts qu'il fait supporter aux consommateurs et aux contribuables ? Et au profit de qui ? Pour répondre à ces questions, il faut examiner l'éolien sous tous ses aspects. Son intermittence, associée à une énergie qui dépend du vent avec toutes ses conséquences, le cycle de vie des installations éoliennes avec leur impact carbone global, les aspects économiques avec les gagnants et les perdants des milliards en jeu, et enfin, le bilan global, environnemental et humain de cette énergie. L'éolien est une technologie qui transforme l'énergie cinétique du vent en une énergie mécanique, puis électrique. C'est ce que l'on appelle un aérogénérateur. La technologie de l'éolien est un système où la production est par nature intermittente et aléatoire, acceptant des vents ni trop faibles ni trop puissants. Le coefficient de charge, c'est-à-dire la puissance moyenne annuelle fournie par rapport à la puissance maximale que peut produire une éolienne, est de 23% pour le terrestre et de 35% pour le marin dit offshore. Donc une des explications importantes, c'est de comprendre pourquoi le facteur de charge est aussi faible pour les éoliennes. Qu'est-ce qu'on peut lire sur ce graphe ? On peut lire tout simplement que lorsque le vent est inférieur à une valeur donnée, qui ici est de l'ordre de 4 à 5 mètres par seconde, ça correspond à 18 km/h, eh bien les pales sont immobiles. Pourquoi les pales sont immobiles ? Tout simplement parce que le principe d'entraînement des pales est le même que celui des ailes d'avion. Donc en dessous de 5 mètres par seconde, les pales ne tournent pas. Après, évidemment, de la même façon, lorsque le vent est trop important, 90 km/h ici, les pales sont bloquées, ça veut dire qu'il y a un système de blocage aussi dans la nacelle pour immobiliser les pales. C'est-à-dire que dans la partie utile de la rotation des pales, eh bien, lorsque le vent est à 36 km/h, eh bien, on voit que l'éolienne ne produit que 75% de sa capacité de production, qui dans l'exemple ici fait qu'elle ne reproduit que 15 000 kW, alors qu'elle peut potentiellement produire 20 000 kW, c'est-à-dire 2 MW. Si maintenant on prend une deuxième valeur, plus faible, ce qui sont plutôt les moyennes en France du vent, c'est-à-dire à 18 km/h, eh bien notre éolienne ne produit plus que le quart de ce qu'elle peut produire. Retenons que la puissance maximale de production électrique par les éoliennes nécessite un vent minimum de l'ordre de 50 km/h, suivant le type de pale, mais bien évidemment. En 2018, le facteur de charge moyen pour la France était de 22,9 avec une répartition telle qu'on la voit ici, dans laquelle on retrouve depuis 20,1 en Aquitaine jusqu'à 23,3, 23,6 dans le nord de la France. Lorsque le vent ne souffle pas, il n'y a pas d'électricité éolienne. Dès lors, pour être intégrée à la production, une énergie complémentaire indissociable doit prendre le relais. C'est par nature un système complexe, car l'électricité ne se stocke pas. Un des problèmes, c'est par exemple le stockage de l'énergie électrique. Une solution, c'est les batteries. Les batteries, c'est de transformer du courant alternatif qu'on a tous dans nos réseaux et sur nos prises électriques et de le transformer en courant continu qui permet quelque part de charger une batterie. Les batteries, on connaît tout ça, ça fait partie de notre vie quotidienne, sauf que c'est une calamité chimique, c'est une calamité écologique. Pour pouvoir faire de l'électrolyse comme ça dans une batterie, on
utilisent des produits qui sont infâmes, qui ne sont pas recyclables, etc., etc., etc. Le foisonnement de production d'énergie éolienne est la théorie qui considère qu'une compensation européenne entre zones ventées et zones sans vent permettrait une continuité de production. En réalité, cela ne peut fonctionner, car la France et l'Europe, du nord au sud, ont des périodes de vent comparables, ce qui explique l'intermittence. Le foisonnement ne peut exister entre les pays européens. À cela, ajoutons que le transport de l'électricité occasionne d'importantes pertes en ligne. Ce que nous voyons aujourd'hui sur la carte des vents, l'état des lieux des vents à l'heure où nous parlons, est particulièrement représentatif de la moyenne des vents que nous avons tout au long de l'année en France, à savoir une façade atlantique particulièrement ventée, une façade sur la Manche bien ventée, ainsi qu'une façade méditerranéenne et un couloir rhodanien bien venté. Ce qu'on constate aussi, c'est que cette cartographie des vents n'est absolument pas en lien avec les zones d'implantation éolienne, puisque par exemple, la Bourgogne aujourd'hui, qui est en saturation éolienne, semble être le fruit, en matière d'implantation, que du résultat commercial des entreprises industrielles qui viennent démarcher l'intégralité du territoire. L'idée que l'éolien est une énergie verte totalement décarbonée n'est pas juste. Car comme toute énergie, l'énergie éolienne est un système industriel et environnemental complexe, qui a un impact carbone. L'éolien est intermittent. Le stockage de l'électricité, impossible. Faire fonctionner l'éolien, c'est forcément recourir à un complément d'énergie fossile ou nucléaire. Une éolienne, elle produit de l'électricité quand il y a du vent, et ce n'est pas nécessairement quand on a besoin d'énergie. Donc, quand on a besoin d'électricité. Donc, nécessairement, si on veut avoir une gestion à peu près raisonnable de la distribution d'énergie sur un pays, quand il n'y a pas de vent, il faut bien qu'il y ait quelque chose qui pallie le manque de vent. Et c'est quoi ça? C'est des centrales énergétiques classiques qui doivent être là. Donc il faut les construire, donc il faut amener du carburant de meilleure qualité pour pouvoir les faire tourner. Donc on est en train de tomber de Charibansi-là en disant vous allez voir, on va pallier la pénurie des carburants classiques grâce au vent. Non, plus il y a d'éoliennes, plus il faut pallier l'intermittence des éoliennes, donc plus il faut des centrales qui vont consommer du carburant classique. Donc on est juste en train de voir là un serpent qui se mord la queue d'une absurdité absolument totale. L'impact carbone de l'éolien doit être apprécié sur tout son cycle de vie. La machine est construite à base d'acier, de terres rares et de polyester. Le chantier de mise en place utilise des centaines de tonnes de matériaux et artificialise les sols. C'est surtout le projet en lui-même qui impacte au sens où c'est finalement une artificialisation du terrain. Il ne faut pas oublier que le bloc de béton, il fait 2 arts par mât. Donc si on multiplie ça par le nombre de mâts, on voit très bien tout ce qui est artificialisé, sans compter les pistes qui permettent d'acheminer aujourd'hui des mâts et surtout des pales de plus en plus grandes. Ça suppose effectivement la création en forêt le plus souvent, et malheureusement, ça suppose des défrichements pour réaliser des pistes immenses qui vont continuer à être entretenues. Avant son installation sur site, la machine est importée et génère beaucoup de transport. La fabrication de ces éoliennes requiert d'énormes moyens industriels carbonés qu'il faut analyser à travers le cycle de vie complet de ces machines. Une éolienne, d'abord en termes de matériaux non recyclables. Et là, j'insiste, non recyclables. Donc ça veut dire que c'est des choses qui sont consommées et qui ne sont pas renouvelables. Une éolienne, c'est 90 tonnes de composite, c'est-à-dire essentiellement du carbone, qui en plus de ça, quand on veut le détruire, va engendrer non seulement du CO2, mais des particules fines épouvantablement nocives. Donc voilà, 90 tonnes par éolienne. Faites le compte par le nombre d'éoliennes qu'il y a sur le sol français, par exemple, vous allez voir que ça fait un paquet. Par éolienne.
2,8 tonnes de terres rares. C'est-à-dire, ce qu'on appelle les terres rares, c'est en fait, pour ceux qui ont fait un peu de chimie, qui se souviennent de leur tableau de Mendeleïev, il y a une famille là, au milieu en bas, qui s'appelle les lanthanides. Et les lanthanides, ce sont des métaux lourds, qui sont très rares, il n'y en a pas beaucoup dans l'écorce terrestre, c'est pour ça qu'on les appelle les terres rares, et qui ont une faculté extraordinaire de faciliter le transit des électrons. Donc ça augmente incroyablement la conductivité des matériaux avec lesquels ils sont mélangés. Il faut savoir que 97% de réservoirs de terres rares du monde sont en Chine. Et que la Chine a déjà fait valoir de nombreuses fois l'argument en disant arrêtez de nous embêter sur les droits de l'homme, sinon on coupe le robinet et toute votre industrie numérique s'arrête. Il y a de quoi réfléchir quand même. Dans une éolienne, il y a 400 litres d'huile. 400 litres d'huile, donc ça veut dire que tout le monde a fait un jour brûler un peu d'huile quelque part, et il suffit d'une étincelle mal placée pour que ce truc se mette à flamber, mais comme pour rigoler, c'est une friteuse ce truc. Il y a 300 tonnes d'acier. Pour produire de l'acier, je vous rappelle quand même qu'il faut aller chercher du minerai de fer, il faut le faire fondre, il faut le transformer en acier avec du carbone, hein, et après on peut le travailler, le laminer, etc., etc. 300 tonnes par éolienne, ça va bien? Et puis on arrive au dernier chiffre aberrant, 1500 tonnes de béton et de ferraille pour le socle. Bah forcément, vous imaginez un truc qui fait 200 mètres ou 300 mètres de haut, dans lequel le vent souffle, il faut quelque part un contrepoids dans le bas, ça c'est du béton et c'est de la ferraille, c'est 1500 tonnes. Il faut aussi prendre en compte l'obligation de démantèlement et la transformation du réseau électrique, qui sont source de production de carbone. Alors, ce qu'on oublie toujours de dire aussi, et ça, moi, je voudrais insister au niveau thermodynamique, c'est que quand on a une centrale nucléaire, la centrale nucléaire, elle produit de grandes quantités d'énergie sur un seul site. Et à partir de ce site, on distribue en étoile l'énergie électrique qui est nécessaire pour alimenter les industries ou les ménages. Tout va bien. Ce n'est pas du tout le cas de l'éolien. L'éolien, c'est des productions extrêmement disséminées. Chaque éolienne est une petite centrale. Et pour pouvoir alimenter les réseaux en grande quantité d'énergie dont nous avons besoin, nous les êtres humains, il faut quelque part raccorder ces éoliennes à des concentrateurs qui eux-mêmes vont alimenter le réseau. Est-ce que vous imaginez le nombre de milliers de tonnes de cuivre qu'il faut pour connecter chaque éolienne à ces concentrateurs qui vont permettre d'alimenter le réseau? Le cuivre, ce n'est pas gratuit. C'est un métaux non ferreux qui est extrêmement cher et de plus en plus rare. Point 1. Point 2, c'est des tonnes et des tonnes et des tonnes. Et pour les fabriquer, il faut consommer une quantité phénoménale d'énergie pour fondre le minerai, avoir le cuivre pur, le travailler et le rendre utilisable, etc. On n'en parle jamais dans les équations globales de l'éolienne. Or, c'est le réseau de distribution à partir des éoliennes vers le réseau de distribution global du pays, il est colossal. Il est colossal. C'est des milliers de kilomètres de gros câbles en cuivre qui doivent débiter à mort de l'électricité. Et on n'en tient jamais compte. Ah ben non, c'est gratuit le cuivre. Tout le monde sait bien que c'est gratuit. Si l'Europe a posé des objectifs monumentaux de réduction de CO2 à l'horizon 2050, avec plusieurs points d'étape, les recettes à mettre en place sont par nature différentes selon chaque pays. Il y a autant de pays que de mix énergétique et électrique. La France dispose de barrages en grand nombre et d'énergie nucléaire. L'Allemagne est équipée de centrales à charbon et d'éolien, la Pologne de charbon, l'Espagne de centrales à gaz. Mais c'est la France qui est actuellement vertueuse en termes de production de CO2 pour son énergie électrique. Toute action sur cette part d'énergie n'aura au mieux qu'un impact insignifiant sur le CO2. Le taux de charge de l'éolien moyen en France est de 22%. Ça veut dire que si nous avions un mix énergétique constitué à 100% par des éoliennes, eh bien il faudrait 78% de complément. Et ce complément ne peut être constitué que par de l'énergie fossile. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'absence de vent n'étant pas prévisible, il faut être en capacité de mobiliser immédiatement des sources de remplacement.
Or, il se trouve que ce sont les centrales thermiques, éventuellement l'hydroélectricité, mais ça, pour l'essentiel, on a déjà tout utilisé, qui permettent de faire cette substitution et ce complément. Le nucléaire est trop rigide pour pouvoir être utilisé en complément de l'éolien, et par conséquent, ça veut dire que si on installe et si l'on prétend avoir que de l'éolien, eh bien ça veut dire qu'on va augmenter de manière très sensible nos émissions de gaz à effet de serre, alors même qu'aujourd'hui, on a la production d'électricité la plus vertueuse du monde. Il faut d'ailleurs rappeler que l'Allemagne, que l'on cite habituellement pour ses efforts en matière d'investissement éolien, est aujourd'hui le plus gros émetteur de gaz à effet de serre de l'Europe. Alors nous avons de la chance parce qu'il existe aujourd'hui une cartographie qui s'appelle Electricity Map et qui a pour objet en fait d'exposer sur la planisphère l'intensité carbone de la consommation d'électricité en fonction de l'émission des gaz à effet de serre. Et ça va permettre de comprendre comment est constitué le mix énergétique et de comprendre l'intensité carbone qui résulte de ces choix de mix énergétique pays par pays et ainsi pouvoir comparer les différentes solutions proposées par les États. Ce tableau exprime ceux qui sont vertueux en production de grammes de CO2 par kilowattheure sont exprimés en vert, très foncé ou un peu plus clair, et cela va jusqu'au marron très foncé pour ceux qui ont des résultats de moins bonne qualité en matière de production de CO2. Ces petites flèches qui s'animent et qui montrent qu'à l'heure où nous parlons, la France importe de l'électricité de Suisse, en importe d'Allemagne, en exporte vers l'Angleterre et en importe de la part de l'Espagne. Ce qui est assez intéressant, c'est de constater que la France actuellement importe une énergie en provenance d'Espagne qui est de 217 grammes, qui importe une énergie en provenance de Suisse dont je n'ai pas les données, mais qui importe d'Allemagne une énergie, comme on l'a vu, à 319 grammes de CO2. C'est-à-dire que la France importe une énergie qui est beaucoup plus carbonée que les 80 grammes moyens de sa propre production. Il faut avoir à l'esprit tout simplement aujourd'hui que notre éolien, notre production d'énergie à partir du vent, elle sert avant tout les Allemands. Alors c'est vrai qu'on peut se poser la question. Aujourd'hui, ma conviction, c'est que l'éolien ne sert à rien en France. Elle ne sert à rien parce qu'encore une fois, on a déjà une production d'électricité la plus vertueuse du monde, parce qu'on est le second exportateur d'électricité au monde, donc on a de toute façon déjà une surproduction d'électricité, donc il n'y a pas lieu de rajouter une production supplémentaire. Et dans ce contexte-là, alors que l'Allemagne, pour l'essentiel, part d'un mix énergétique fondé sur le charbon, la lignite et donc des énergies fossiles, c'est finalement, nous fournissons de l'énergie peu carbonée à une électricité fortement carbonée en Allemagne. Mais le problème, c'est que dans ce mélange, finalement, que représente l'interconnexion européenne, nous finissons par donner de l'énergie peu carbonée en raison du nucléaire et par accueillir de l'énergie fortement carbonée, ce qui finalement, parfois, au niveau de notre consommation, dégrade notre performance en matière d'émissions de gaz carbonique. L'éolien représente un enjeu économique considérable, excessivement financé par les subventions. C'est une industrie défendue par les industriels. On peut même parler de lobbying. Très clairement, le montage financier derrière les éoliennes est un montage absurde, qui est un montage purement idéologique et politique, et qui est une aberration économique totale. Alors pourquoi ça? D'abord, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les pionniers en éolien en Europe, c'était en gros le Danemark, l'Allemagne et l'Espagne. Ces trois pays ont fait un moratoire sur l'éolien. Et on dit on arrête, c'est pas ça la solution, ça marche pas. Ou ça peut marcher, mais dans certains cas particuliers, mélangé avec d'autres solutions, enfin voilà. Donc il y a un moratoire. Or, l'industrie allemande a énormément investi dans la production d'éoliennes. Le marché allemand se ferme.
que font les industriels allemands? Ils font un lobbying à mort sur toute une série de pays, dont la France, en disant on va vous faire des montages financiers extraordinaires, vous allez voir, faites-nous confiance, vous allez mettre des éoliennes partout, ça vous résolvera un énorme problème qui est la pollution CO2. Il n'y en a pas en France, pas de pot, parce que c'est des centrales nucléaires et les centrales nucléaires ne produisent pas de CO2. Donc on a un des pays les plus propres en termes de CO2 d'Europe, ce qui n'était pas le cas d'Allemagne, vu que l'Allemagne produit énormément d'électricité à partir du charbon. Donc production de CO2. Et puis ce lobbying dit, vous allez voir, on va créer des sociétés, on va mettre les partenaires locaux dans le coup, on va les faire, comment dirais-je, on va les transformer en actionnaires et tout le monde va y gagner, c'est le pactole pour tout le monde. Donc eux, ce qu'ils veulent, c'est fourguer leurs éoliennes. Et une fois que les éoliennes sont là, c'est démerde-toi, l'avenir c'est pour toi. Et donc, dans 25 ans, quand les éoliennes seront mortes, c'est toi qui vas payer, c'est pas moi. Et débrouille-toi avec ça. Plus de 65% du prix de l'électricité éolienne est payé par le contribuable, grâce au prix garanti aux promoteurs. Et donc on est là devant quelque chose qui en plus est soutenu par l'administration française, qui subsidie le parc éolien et qui fait tout ce qu'il faut pour mettre de l'argent sur la table pour permettre le développement des éoliennes en France. Pourquoi ? Est-ce que c'est une raison thermodynamique et énergétique? La réponse est non. On l'a suffisamment évoqué là. C'est une absurdité. Alors pourquoi on fait ça? On fait ça tout simplement parce que d'une part, il y a la relation économique entre la France et l'Allemagne qui fait que si on peut donner un coup de main à nos amis et partenaires allemands, c'est pas plus mal. Mais surtout, il y a une raison écologique qui est en fait une raison idéologique. Par ce soutien financier sans précédent, la France affirme sa volonté de développer massivement l'éolien. En assouplissant aussi au fil des années la législation en faveur des promoteurs éoliens, qui pour dérouler leurs projets ont de moins en moins de contraintes administratives et juridiques. Cette législation est favorable au développement des parcs éoliens depuis l'année 2011, puisque depuis la loi Grenelle II, on avait effectivement 2 autorisations préfectorales qui étaient nécessaires pour le développement d'un parc éolien. On se rend bien compte que dès l'année 2017, le gouvernement et la politique gouvernementale a encore une fois voulu renforcer les pouvoirs des promoteurs éoliens et faciliter l'installation des parcs éoliens en France. 29 novembre 2018, un décret a été pris, dit décret de Rugy, dont l'ambition revendiquée a été d'accélérer le développement des parcs et de limiter la durée des contentieux relatifs effectivement à ces arrêtés préfectoraux d'autorisation environnementale. Et à cette occasion, et là c'est très important, on a, alors que jusqu'à présent on avait toujours les 2 degrés de juridiction pour contester l'arrêté préfectoral, on a une suppression du degré de juridiction propre au tribunal administratif, ce qui fait que, à compter d'aujourd'hui, à compter du 2 décembre 2018, les requérants qui souhaitent contester un arrêté préfectoral d'autorisation environnementale doivent porter leur réclamation devant la Cour administrative d'appel. Il y a 3 types d'actions juridiques à engager. Et je parle là du contentieux. Première action juridique, c'est l'action en contestation de la promesse de bail emphytéotique qui a été conclue entre les propriétaires fonciers et les promoteurs éoliens. Deuxième action, c'est de contester l'autorisation environnementale, ou en tout cas l'arrêté préfectoral d'autorisation environnementale devant la Cour administrative d'appel. Et troisième action, c'est une fois que les éoliennes sont construites, il est impossible d'obtenir son démantèlement
Et donc à ce moment-là, les requérants, les citoyens, ont une troisième action, qui est une action en indemnisation de leurs troubles anormaux de voisinage, perte de valeur vénale, impact visuel, nuisance acoustique, impact environnemental avec l'effet stroboscopique ou l'effet de clignotement des balises la nuit. Et normalement, cette prise de parole du public qui se fait dans le cadre de l'enquête publique va aujourd'hui être réduite puisque le public sera simplement informé du développement du parc éolien et donc il sera porté à sa connaissance qu'effectivement, à proximité de son habitation, dans son cadre de vie, un projet de parc éolien a été déposé. Pour tous les propriétaires fonciers et les communes, l'éolien est une manne inespérée qui fait tourner la tête à beaucoup de gens. Très peu résistent. Personnellement, je suis maire de la commune d'Époisses depuis maintenant 2 mois et demi et j'ai déjà eu 5 demandes de promoteurs qui demandent des rendez-vous pour nous expliquer qu'ils souhaitent installer des éoliennes, un parc éolien sur notre territoire, avec 2 arguments fondamentaux. Le premier, c'est les retombées fiscales pour la commune, dans laquelle ils montrent effectivement ce que chacun peut avoir comme retombée. Et le deuxième argument, c'est surtout leur discours et les documents qu'ils vous présentent. Ils arrivent avec un dossier complètement bouclé, avec déjà une implantation plus ou moins précise, et sur du papier de qualité, et avec un discours où manifestement ils entraînent les gens à expliquer et à développer a priori. Et ça se termine toujours, un petit peu sentimentalement, en nous disant, vous voyez, si jamais vous les acceptez de mettre ce parc sur votre territoire, vous allez participer à fournir l'électricité pour des dizaines de ménages correspondants. Le constat que je fais, c'est qu'entouré d'éoliennes aujourd'hui, je suis encore sollicité par de nombreux promoteurs qui, étonnamment, sont étrangers, qui viennent proposer d'installer encore des machines, avec des mannes financières complètement démesurées pour les propriétaires terriens en particulier, des mannes financières d'un montant plus faible évidemment pour les territoires, mais également qui est un argument. On s'interroge sur cette manne financière. Est-ce que c'est pour rémunérer des nuisances ou pour permettre aux gens d'accepter des nuisances produites par ces éoliennes? C'est une interrogation que je me pose en ce moment. À ce jour, et à ma connaissance, on n'a pas encore eu de jurisprudence et donc de décision des juges qui octroient des dommages et intérêts pour des troubles dans le voisinage causés par les éoliennes parce que le juge n'a pas encore statué. Encore une fois, à ma connaissance, il n'a pas encore statué. Pourquoi? Parce que dans de très nombreux cas, lorsque les requérants sont peu nombreux, le promoteur éolien souhaite et préfère, plutôt que de créer une jurisprudence, préfère indemniser et verser de l'argent aux particuliers qui souffrent des nuisances éoliennes dans le cadre de transactions qui sont confidentielles, qui sont négociées entre avocats. Et donc ni les personnes physiques ni leurs avocats n'ont le droit de parler de ces projets éoliens, de l'identité des personnes concernées et du lieu d'implantation de ces éoliennes. Mais je peux vous dire, pour en avoir négocié, que ça existe très souvent. Tous ces projets, brassant beaucoup d'argent, sont source de discorde, créent des jalousies entre familles et voisinage. Le chef de projet de l'époque est venu nous voir en aparté dans la maison avec mon épouse et il m'a dit ouvertement, comme vous êtes au conseil et que l'on sait que vous aurez des nuisances, il me l'a dit ouvertement, dans ce cas-là, on vous propose de vous installer une haie paysagère pour masquer les éoliennes, au moins la base. J'ai refusé, parce que j'avais aucune idée des problèmes. Et petit à petit, quand j'ai commencé à médiatiser, à envoyer aux maires voisins de notre commune, à la Comcom des mails, là, ça les a vraiment gênés. Et là, ils nous ont menacés, hein, sans le cacher. Ils nous ont dit, vous savez, on a des avocats, on a plein de choses. Et petit à petit, ils sont venus nous voir, et là, ils ont commencé à nous proposer financièrement dans la maison du double vitrage. Comme on ne pouvait pas ouvrir nos Velux, une clim à certains endroits. Et comme j'ai refusé, à un moment, ils sont passés à de l'argent. Donc ils nous ont proposé 30 000 €, ils sont revenus à 70 000 €.
Et dernièrement, il y a maintenant peut-être 1 an et demi ou 2, tiens, sur ce chemin qui est derrière nous, parce qu'ils ne voulaient pas parler dans la maison, ils nous ont emmenés et là, ils nous ont proposé 150 000 €. Alors toujours verbalement, il n'y a jamais eu trace de la moindre chose par écrit et tout. Et moi j'ai refusé parce que j'ai dit de toute façon si je suis amené à vendre ma maison, qu'est-ce que vous voulez que moi je veux rebâtir une maison dans le cadre de vie, pareil. Et du coup ils m'ont dit j'aurais dit moi à la rigueur 200 000 et encore. Ils m'ont dit à partir de là on était d'accord sur, ils m'ont dit choisir un avocat tout ça et ils n'ont jamais donné suite à la chose. L'éolien n'est pas une énergie décarbonée. Elle est peu productive, coûte cher à l'État et rapporte gros à l'industrie. Tout cela au prix d'un impact environnemental et humain très important. Les éoliennes modifient le paysage par le changement d'échelle, par l'introduction d'éléments industriels, par la hauteur croissante des machines. Elles introduisent un mouvement continu dans le paysage, se voient de très loin, sous différents angles, changent les perspectives et dévalorisent l'habitat résidentiel. Ces caractéristiques sont anxiogènes. Elles font perdre au paysage leur sérénité et produisent des effets repoussoirs pour le tourisme. D'abord, la tour Eiffel a été conçue d'entrée de jeu comme un objet monument. Mais maintenant, imaginez qu'on mette une deuxième tour Eiffel. Est-ce que ça aura encore la même signification ? On en met 8000 en France. Et maintenant qu'on en met une troisième à côté, est-ce que ça aura la même signification ? Et les éoliennes, c'est exactement la même chose. Si on en a une seule, ça sera peut-être le monument, à condition que tout autour, on est mis en scène. Exactement. Mais à partir, il y en a 2. Ça commence à devenir une zone industrielle. Et à partir du moment où on a 5, 10, 20, 15, alors là, ça devient... c'est la catastrophe. La législation actuelle ne freine en rien les projets de parcs éoliens à proximité des sites touristiques classés. Les maires de ces communes assistent, quand ils ne sont pas des complices quasiment impuissants, au sacrifice de leur environnement paysager. En tant qu'élu de Vézelay avec mon conseil municipal, nous nous trouvons aujourd'hui confrontés à un projet éolien situé à l'extrémité de la ligne de crête face à nous. Cet impact, on peut déjà le mesurer. Nous sommes ici à Vézelay, qui est à 300 mètres d'altitude. Les éoliennes seront installées à Saint-Léger-Vauban, qui est à 460 mètres d'altitude. On aura donc un projet qui se situera à 800 mètres d'altitude par rapport à Vézelay, qui, je le rappelle, est à 300 mètres d'altitude. Vous mesurez donc l'impact visuel de plus de 500 mètres de dénivelé qui pourra modifier le paysage tel qu'on peut aujourd'hui l'admirer dans toute sa splendeur et son caractère universel. On imagine fortement la guirlande que représenteraient 3 à 6 éoliennes sur la ligne d'horizon à 240 mètres, alors qu'on a eu une première approche visuelle par le mât avant qui a été installé il y a quelques mois et qui était lui à 122 mètres. Et Vézelay et sa colline sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Vous avez derrière moi la basilique de Vézelay, qui est l'endroit emblématique de cette commune et qui fait son côté très touristique. Eh bien, nous sommes extrêmement préoccupés par ce projet d'implantation d'éoliennes sur Saint-Léger-Vauban et les conséquences que cela pourra avoir sur la valeur patrimoniale de notre environnement et notre site. Et cet impact visuel sera nuisible pour la valeur touristique et la valeur économique de notre territoire. Et ceci est pour nous la source d'une très très grande préoccupation qui est partagée par nombre d'habitants et nombre de personnes de notre environnement et surtout par nos visiteurs. Alors j'évoquais il y a un instant la nuisance touristique. En effet, le point qui sera le plus impacté est celui de ce qu'on appelle la terrasse qui est située sur le sommet de la basilique et où quasiment la totalité des visiteurs viennent pour admirer le paysage et faire des photos. Et ces photos seront impactées indiscutablement par des éoliennes dont les pales dépasseront largement le cime des arbres. Quant à l'impact économique, nous sommes dans une région rurale qui vit d'une économie touristique essentiellement. Nos commerces sont, par la base de leur activité, des commerces à vocation touristique, tournés vers l'hôtellerie, tournés vers l'hébergement, tournés vers la restauration pour la plus grande partie d'entre eux et permettent au village de garder un caractère vivant.
Et cet impact économique sera évident dans la mesure où la notoriété sera altérée par la présence des éoliennes et de leurs pales qui viendront impacter le paysage. La montagne Sainte-Victoire, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, est un exemple flagrant de l'altération d'un site remarquable. Le peintre Cézanne n'aurait jamais pu imaginer que l'on introduise des machines industrielles dans un tel paysage. Le coucher de soleil, vu de la Sainte-Baume sur la Sainte-Victoire, ne sera jamais plus pareil. 22 éoliennes sont en construction. Les éoliennes mettent à mal la biodiversité. Fréquemment installées à proximité de zones Natura 2000, au milieu de zones d'intérêt écologique, faunistique et floristique, ou de parcs régionaux, parfois installées en forêt, elles impactent l'habitat de la faune, détruisent les sols et les artificialisent. On peut parler d'absurdité écologique. Cet impact paysager est aujourd'hui de plus en plus important, est un moyen de plus en plus important, puisque on s'est rendu compte qu'effectivement, des paysages de qualité qui n'avaient pas jusque-là été touchés par le développement de ces parcs éoliens sont actuellement concernés. Pourquoi ? Parce que les meilleurs endroits, c'est-à-dire les endroits de plaine où il y a le plus de vent, ont été d'ores et déjà investis par ces parcs éoliens. Aujourd'hui, les projets qui sont concernés en pleine forêt prévoient le développement d'éoliennes de plus de 240 mètres de haut, parce qu'effectivement, comme ce sont des territoires de qualité mais où il n'y a pas de vent, il faut capter le vent en altitude et le promoteur est obligé de développer l'attitude de ces éoliennes qui seront aujourd'hui à 240 mètres de haut, ou en tout cas, c'est ce qu'ils tentent effectivement de développer en France. Les éoliennes sont de véritables hachoirs pour les oiseaux. Elles perturbent les zones de chasse des rapaces et modifient les trajectoires des flux migratoires. À ces oiseaux protégés, les mêmes règles s'appliquent, que ce soit un aigle royal, qui est très rare, ou que ce soit un rouge-gorge, qui est un petit peu moins rare. Vous n'avez pas le droit donc de tuer, de détruire l'habitat et de créer des perturbations intentionnelles si ça a un effet sur son cycle de vie. Et si vous voulez malgré tout créer une perturbation, vous devez respecter ce qu'on appelle la procédure de dérogation. Dérogation espèces protégées. Alors évidemment, quand on installe une éolienne dans un champ de maïs, en Champagne par exemple, bien évidemment que là, la biodiversité est relativement faible et le risque de collision avec des oiseaux est faible. La LPO elle-même indique que le pire, c'est d'installer des éoliennes en forêt. C'est là où le dégât est le plus important. Les partisans de l'éolien disent en substance: mais tout ça est absolument infinitésimal par rapport au nombre d'oiseaux qui se font tuer sur la route, qui se font tuer par le TGV,
ou encore certains voiliers qui se prennent dans les lignes à haute tension. Peut-être, mais on oublie tout simplement que ce massacre est supplémentaire, c'est-à-dire il ne va pas se substituer à celui qui existe, il ne fait que rajouter un massacre supplémentaire. Ce qu'on voit actuellement, c'est que tous les parcs éoliens ont un impact sur les espèces protégées, quasiment tous, on le voit, puisque maintenant on est obligé de faire un suivi, les promoteurs sont obligés de faire un suivi du parc éolien. Et il y a toujours au moins quelques oiseaux qui sont tués. Donc quelques oiseaux, quelques chauves-souris, ça n'est qu'une petite partie de ce qui est tué, hein, puisque ça n'est que ceux qu'on a trouvés au moment où on faisait le suivi. Donc ça, on le sait parfaitement avant de mettre en place le projet éolien. Il y a des impacts qui sont plus difficiles à évaluer, mais ça, on sait parfaitement qu'il y aura des espèces protégées qui seront tuées. Donc, vous êtes de fait, pour tous les projets éoliens, dans le cadre d'une obligation de demande de dérogation. Donc, sans connaître le résultat de la demande de dérogation, on peut affirmer que les parcs éoliens qui n'ont pas fait de demande de dérogation espèces protégées sont hors la loi. Et cette mortalité, elle ne va pas se situer au niveau du sol, où se situe la voiture, où se situe le train. Elle va se situer à 200 mètres de haut, ou à 150 mètres de haut, c'est-à-dire à un niveau où jusqu'à présent il n'y avait rien, où a priori l'espace est libre. Quand un Milan royal chasse, le Milan royal, il avance en regardant le sol, parce que lui, il cherche une proie au sol. Et donc, il avance et il ne voit pas l'éolienne qui, en principe, n'existe pas dans son chemin. Et c'est là qu'il se fait happer par les pales. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a deux types de populations d'oiseaux qui sont touchés. Les migrateurs, donc qui à un moment donné passent, et les flux biologiques de ce point de vue-là sont extrêmement importants au moment des migrations, ils passent. Ils sont censés ne connaître aucun obstacle à 200 mètres ou à 150 mètres de haut, et ils vont rencontrer l'obstacle, et c'est là qu'ils se font avoir. Et paradoxalement, d'après les observations toujours de la LPO, les espèces qui sont le plus touchées sont d'ailleurs les petites espèces qui, à la manière des chauves-souris, voient leurs poumons exploser, ce qu'on appelle un barotraumatisme, lié tout simplement aux variations de pression que provoquent dans les pales. Il n'est même pas nécessaire qu'il y ait un contact avec les pales, mais tout simplement entrer dans ce champ de turbulence qui fait que les petits oiseaux, comme le roitelet par exemple, qui est fortement touché, voient ses poumons exploser. Et on a un second type de population, ce sont les rapaces. Alors, les rapaces ne vont pas s'installer là où il y a les éoliennes. Ils vont s'installer à 500 mètres, 1 kilomètre, mais leur territoire de chasse est important. Et donc, c'est en chassant qu'ils vont rencontrer finalement les éoliennes. Si on regarde les estimations qui sont faites en Allemagne ou encore pire aux États-Unis, on voit que ça ne correspond en rien aux chiffres modestes qui sont trouvés, relativement modestes qui sont trouvés en France. Sont bien supérieurs, mais ça s'explique effectivement par cette sous-estimation liée à la mauvaise méthode. Il faut rajouter à cela que quand on multiplie ces chiffres par le nombre d'éoliennes aujourd'hui, on voit bien que ça peut produire de gros impacts, notamment quand on a des espèces comme le Milan royal, qui est une espèce menacée, qui est une espèce qui produit 1 ou 2 jeunes par an, et que par conséquent, si l'on tue la mère au moment de la reproduction, bien évidemment, c'est une catastrophe. Monsieur les responsables du bureau d'études qui devaient respecter une certaine déontologie, monsieur le promoteur qui vous engagez à respecter une certaine transparence, eh bien faites-le. Faites-le. Les services de l'État, respectez les lois. Tout le monde respectez les lois. Déjà, si vous respectez les lois, moi, finalement, j'en demande pas plus. L'éolien est nocif pour l'animal, mais également pour l'homme. Le bruit, les infrasons, la signalétique nocturne sont autant de sources de stress et engendrent des pathologies diverses. De nombreux riverains peuvent témoigner des nuisances qu'engendre l'éolien.
Les choses non discutables, c'est les nuisances sanitaires en termes sonores. Les problèmes d'acouphènes sont connus, les problèmes de nuisances sur le sommeil, etc. sont connus, sont mesurables, et ça c'est non discutable. Les problèmes électromagnétiques, c'est des champs magnétiques qui sont importants. Et le champ magnétique, ben, c'est quoi? C'est un ensemble d'influences que nous connaissons tous depuis toujours. Le problème que nous avons, c'est que notre système nerveux est un système électromagnétique. Et que donc nécessairement, ce système électromagnétique interne que nous avons, il entre en interférence avec les influences électromagnétiques extérieures, avec toute une série de conséquences qui peuvent être bénignes, qui peuvent être parfois dramatiques. Bah, physiquement déjà, je pense que, il est sûr, maintenant ça fait des années que je ne dors plus. Avant je dormais facilement ma nuit sans aucun problème. Maintenant j'ai une nuit saccadée en 4 ou 5 fois. Généralement quand ça arrive à la 5e fois, à 5 heures du matin, on va dire que la nuit est finie. Je veux dire là il n'y a plus question de se rendormir. Donc je me lève, donc ce qui veut dire que pour le travail le lendemain, forcément j'ai un cumul de fatigue qui est important. Lié à ça, vous avez l'angoisse, le stress. Donc relation avec les proches, moi je reconnais ouvertement, relation avec mes enfants, relation avec ma femme, qui pourtant pour avant tout se passait très bien. On en est au point peut-être de décider de vendre cette maison. Moi c'est une maison familiale, j'ai fait énormément de travaux dedans, on a acheté un terrain, on avait des projets, c'était notre choix de vie. Bon, elle n'étant pas d'ici, elle me dit écoutez on va la vendre, il n'y a pas de problème. Bon donc ça forcément ça nous crée aussi des tensions dans le couple. Voilà, j'ai un enfant par exemple Martin le plus grand qui maintenant est en études. Lorsqu'il était au lycée à Beaune, il dormait à Beaune, il passait des nuits sans problème, il revient dormir le week-end, il se réveille le week-end. Ce qui prouve bien que c'est vraiment localisé, c'est pas des crises d'angoisse, de stress. Les effets stroboscopiques, c'est le fait que les pales en tournant ont un effet lumière-ombre, 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 qui ont une fréquence bien claire et qui ont des effets extrêmement néfastes, notamment sur les épileptiques. Le phénomène est connu depuis longtemps d'ailleurs, quand il y a une route toute droite avec un paysage plat, mais des piquets électriques qui sont dispersés mais de manière régulière, ça fait un effet stroboscopie de même nature et ça déclenche immédiatement des effets épileptiques sur les gens qui y sont sensibles. En France, la législation tolère la construction d'éoliennes à partir de 500 mètres des habitations. Comment ne pas subir de nuisances et de préjudices à des distances si proches ? Alors même que la taille des machines s'accroît, plus de 240 mètres de hauteur sur les nouveaux projets. En cas d'orage, la foudre peut s'abattre sur les éoliennes ou sur le biotope qui les entoure, ce qui peut provoquer des incendies. C'est un risque potentiel avéré. Lors de violentes tempêtes, les éoliennes peuvent être aussi littéralement détruites. Alors, un autre effet, c'est que, par définition, une éolienne, c'est une machine, et une machine, par définition, elle est capable de panne, elle est capable de prendre feu, elle est capable d'exploser, avec tout ce que ça peut avoir comme conséquence en cascade. D'abord, les projections, ça explose, où vont les projectiles. Ça peut tuer, ça peut blesser, ça brûle très bien, ça dégage plein de nanoparticules dans tous les cas, qui peuvent faire quoi? Qui peuvent polluer gravement des réserves d'eau potable, qui peuvent polluer clairement les rivières ou l'air ambiant, et à l'inverse, comme c'est quelque chose qui est explosif et inflammable, on peut très bien aussi envisager l'effet inverse. C'est que si on implante, comme c'est parfois le cas dans certaines régions de France, si on implante des éoliennes dans un cadre forestier, imaginons un incendie forestier quelconque, ça peut vous faire péter 10, 15, 20 éoliennes comme pour rigoler, avec toutes les conséquences qu'on vient d'évoquer. Donc il y a là quelque chose qu'il faut pas du tout négliger, au contraire. Il faut savoir que, on en a parlé tout à l'heure, il y a des quantités énormes d'huile à l'intérieur d'une éolienne, le feu prend là-dedans, ça explose, ça pète, c'est une bombe, quoi. Donc clairement, il y a là des risques qui aujourd'hui existent, mais
Moi, je ne suis pas un paniqueur et un catastrophiste. Je dis simplement, il y a des risques qui ne sont pas pris en compte. Ils ne sont pas pris en compte dans le coût de rentabilité des éoliennes. Avec la programmation pluriannuelle de l'énergie, la France compte doubler la puissance éolienne installée d'ici 2028. Avec une durée d'exploitation de 15 à 20 ans, ces machines industrielles nous confrontent au même problème que les États-Unis, celui du démantèlement et du recyclage des déchets. Sachant que les pales ne se recyclent pas et que la solution actuellement privilégiée est l'enfouissement, faudra-t-il se résigner à avoir de gigantesques fosses qui serviront de cimetières éoliens ? Le démantèlement des éoliennes pose forcément problème, puisqu'en France, ça fait une vingtaine d'années qu'on installe des éoliennes, donc les premières arrivent à fin de vie, et plus on en installe, plus on aura d'éoliennes à démanteler. Alors, quels sont les problèmes posés par le démantèlement ? Bien évidemment, il y a le problème financier, qui est un problème important. On rappelle que les zones deviennent des zones industrielles. Il y a obligation de mettre une somme d'argent, qui en ce moment est d'ordre de 50 000 € pour le démantèlement. Chacun sait, et on a la démonstration que c'est largement insuffisant, donc on aura évidemment un gros problème de démantèlement. Mais le plus important, c'est qu'on va avoir un problème fondamental de recyclage. Pourquoi ? Parce qu'il va falloir recycler tous les matériaux de ces éoliennes. Il y a de l'huile, comme chacun sait, il y a des terres rares qui posent problème de recyclage. Et le plus important des problèmes, ce sont les pales. Les pales aujourd'hui ne sont pas recyclables. Donc la seule solution, c'est de les enterrer. Imaginez 3 pales par éolienne et des milliers de pales à enterrer. Vous imaginez le tas qu'il va falloir enterrer et recouvrir. Donc ça veut dire que dès le moment où il y a des éoliennes quelque part, si la durée de vie d'une éolienne, c'est probablement de l'ordre de 25-30 ans, quand on va devoir nettoyer les champs dans lesquels ça a été implanté, je ne vous dis pas la galère que ça va être. Alors on dit, oh mais pas de problème, on a créé des sociétés et les sociétés sont pourvues d'un capital de 50 000 € pour pouvoir pallier ce genre de coûts. Ajoutons que c'est le bureau des installations classées qui est propre au service de la préfecture, qui peut imposer aux promoteurs éoliens d'assurer ce démantèlement. Mais encore une fois, l'administration française, c'est-à-dire le bureau des installations classées, va se retrouver confronté à la double difficulté, soit d'une société mère étrangère, soit d'avoir à caractériser une faute ayant contribué à l'insuffisance d'actifs de la filiale. Et dans ces conditions-là, le propriétaire foncier pourra être tenu pour responsable et devra assurer le coût de 200 000 à 300 000 € du démantèlement des éoliennes. Et donc à partir du moment où cette éolienne qui va rouiller en fin d'exploitation sur sa parcelle va causer un trouble à l'ordre public ou va entraîner des difficultés de sécurité pour le citoyen. Et donc la commune ou la communauté d'agglomération pourra imposer au propriétaire de démanteler à ses frais l'éolienne. Donc ça veut dire que qu'est-ce qui va se passer quand les éoliennes seront hors jeu ? Ça veut dire que les sociétés seront en faillite, le béton et le métal sera là dans le sol, et qui va payer ? C'est le contribuable. Donc on est vraiment dans un jeu de dupes absolu. Auparavant j'aimais les éoliennes, mais j'ai succombé au chant des sirènes, et j'ai envie le vrombissement de leur valse dans le vent. Adieu nos nuits étoilées, adieu nos belles au bois dormant. Et les vents vont, et les vents viennent, ils font tourner les éoliennes. Mais quand ils freinent, quand ils s'éteignent, qui fait tourner les éoliennes?